curieux, même 47 ans plus tard, j'ai reconnu vraiment l'endroit où on a été débarqué. Et bon, ce qui est un peu différent, c'est que maintenant, on est dans le calme. Ici, sur Alger, moi je me souviens les soirs, c'était des explosions de pain de plastique, des trucs comme ça, quoi. Tous les soirs, c'était la même chose. Nos 20 ans, bon, on était militaires appelés, puis on venait pour faire une mission que la France nous demandait de faire. On ne savait pas quoi. Vraiment, on ne savait pas où on allait, en fait. On n'a jamais su où on allait, mais il n'était pas question de venir dans une unité combattante. Apparemment, c'était pas prévu, ça. On allait vers une destination inconnue. Bon. Alors, à chaque fois, on demandait où est-ce qu'on va, aux officiers, aux sous-officiers. On ne sait pas. Et puis alors, donc, quand on était dans l'avion, le décollage était fait, on était déjà en l'air, personne ne pouvait s'évader comme ça. Donc, le gars nous dit, voilà, on s'en va vers une base atomique secrète. Alors là, on s'attendait à beaucoup de choses, mais pas à ça, pour aller dans une base atomique secrète. Comment la France a-t-elle pu implanter ses bases atomiques en Algérie? Des installations sensibles et secrètes dans un pays en guerre. Pourquoi faire de tels investissements et prendre le risque d'amener la bombe nucléaire ici, alors que l'insurrection s'organise et s'amplifie? Le choix du Sahara laisse perplexe. De groupes mondiaux, celui des anglo-saxons et puis celui des soviétiques, qui depuis des années fabriquent, accumulent des armements atomiques. Et alors qu'il est, l'un ou l'autre de ces deux groupes est en mesure de déchaîner en un instant sur l'univers un cataclysme gigantesque. La France ne consent pas du tout à une infériorité chronique et gigantesque. D'ailleurs, quand nous serons une puissance atomique, ce qui ne tardera plus guère, nous aurons d'autant plus de moyens pour faire sentir notre action dans les domaines qui nous sont chers et qui sont utiles à tous les hommes, c'est-à-dire la sécurité mondiale et aussi le désarmement. Comme vous savez, le général tenait à la position de la France dans le monde et que qui n'a pas la bombe ne compte pas. Soyons clairs et nets, ça justifie notre place au Conseil de sécurité. C'est clair, vous comprenez que si on avait un petit canon de 75, c'est pas avec ça qu'on peut justifier notre place, non? Il faut des espaces pour ce genre d'expérience. N'oublions pas que les Anglais avaient fait leurs expériences atomiques en Amérique. Les Américains leur ont prêté des déserts, Texas, etc. En Amérique, en Australie aussi. En Australie. Les Russes, ils avaient le Kazakhstan. Le Kazakhstan. Et alors, la France, elle n'avait pas d'autre pour l'époque. Elle pensait à l'Algérie, en pensant qu'on allait rester. Les populations de tous les États voisins du Sahara, Maroc, Tunisie, Libye, courront moins de dangers que les habitants de la Californie et de la Sibérie qui n'en coururent aucun. Le Sahara se prête mieux que toute autre région à cette expérimentation parce que le site choisi est à la fois désert et beaucoup plus proche que les atolls des antipodes de la France. C'est drôle ce que les Français, d'une façon générale, tous ceux qui découvrent pour la première fois le désert voudraient qu'on ait la même idée qu'eux du désert. Le désert, c'est quelque chose de vivant. Il ne faut pas croire que c'est un endroit figé où ne pousse rien du tout. Il y a une faune, il y a une flore, il y a des habitants.
Ces habitants ne sont pas tombés du ciel, ou c'est pas la souris qui sort du sac de farine. Ces populations existent, elles ont existé, elles existeront toujours. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'au début de l'année, là-bas, j'ai vu du blé. J'ai vu du blé dans les palmeraies. On voyait les caravanes qui passaient. C'était la piste de Gao. On les voyait et c'est quelque chose aussi. Une caravane, c'est un point qu'on voit d'un seul coup. On est arrivé là-bas. Et il n'y avait rien installé. Mais on a formé un régiment de l'armée française uniquement pour ça, le 11e régiment du génie saharien. La France ne tenait pas le terrain, comme on le dit, au nord, mais au sud, dans le Sahara, elle le tenait. Et donc, parmi les alternatives dans son empire qui s'offraient à elle, le Sahara était le meilleur des terrains. Regan, petite ville de 5000 habitants à 1200 km au sud d'Alger. C'est là que les stratèges militaires français ont décidé d'installer la première base atomique française de l'histoire. À 40 km d'ici, à Hamoudia, dans le désert d'Itanezrouf, le projet si cher au général de Gaulle va se concrétiser. Ce 13 février 1960, sur une tour de 100 mètres de haut, gerboise bleue, une bombe atomique de 70 kilotonnes, 4 fois la puissance de celle d'Hiroshima, va exploser dans le ciel saharien. Ce matin du 13 février 1960, je me trouve devant une fenêtre du bâtiment des transmissions de la cité saharienne de Regan. 7h03, H moins 1 minute. Tout le monde s'agenouille. La tête soit sur une table, soit contre un mur. Je viens de baisser mes lunettes, je ne distingue plus rien. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Malgré mes lunettes, je vois une brève lueur. Je crois que ça y est. Oui, au-delà de la falaise, le ciel s'est déchiré. Une énorme boule de feu s'élève. Un fantastique soleil vient de se créer. Un nuage s'élargit en 2 chapeaux de champignons. On regarde, tous pétrifiés. Mais que vois-je? Oui, un nuage de sable vient à notre rencontre. La terre tremble. Plus personne ne s'y attendait. Après 2 minutes, le souffle et le bruit de l'explosion viennent de rencontrer leur premier obstacle après une course de 40 km dans le désert. Certains soldats se sont retrouvés assis par terre. À l'intérieur, un épais nuage de sable nous environne, nous prend à la gorge. Quelques plâtres tombés du plafond, un verre de tube au néon est venu s'écraser à nos pieds. Nous avons eu la nette vision que le bâtiment métallique de 3 étages du PC avait oscillé sur sa base. La bombe a commencé ses méfaits. Au loin, la population locale, terrifiée par le bruit, vient de se relever et exécute une danse de joie comme seuls peuvent en être capables les indigènes. On a cru que nos cœurs ont été explosés, vraiment. Et après ça, on s'est enserré nos mains. Est-ce que tu es vivant? Oui, bien, très bien. Oh. Bon, nous avons fêté ce jour que nous étions en chair et en os vivants. Parce que lorsqu'on a entendu que la bombe atomique va s'exploser le lendemain, on a dit que adieu, sur le sable. Dites, Leclerc, vous savez que la bombe atomique a explosé ce matin? J'en ai entendu causer vaguement. Qu'est-ce que vous en pensez? Espérons que le résultat a peut-être fait boum, puisqu'on n'est pas plus bête que les autres. Est-ce que vous savez où elle a explosé? Au Sahara? Où exactement? Je ne me rappelle pas. Vous ne savez pas où est Regan? Non, j'ai jamais été. Est-ce que vous approuvez cela? Non, pas du tout. Je trouve qu'on ferait bien mieux de dépenser cet argent-là pour la lutte contre le cancer. Vous savez que la bombe atomique française a explosé ce matin? Eh ben tant mieux. On crevera tous. Par la volonté d'un homme, Charles de Gaulle, et par ses propres moyens, la France est désormais la 4e puissance atomique du monde. Dans le nord de l'Algérie, la guerre toujours aussi dévastatrice et meurtrière.
entre dans sa 6e année. Cette guerre a 2 visages. Loin du champ de bataille, dans les coulisses feutrées de la diplomatie, le gouvernement suisse offre ses bons offices pour nouer le dialogue entre le gouvernement français et le FLN. En Algérie, le pourrissement de la situation politique et militaire presse le général de Gaulle à trouver une issue honorable à ce conflit. La partie française, il ne voulait pas donner au FLN une sorte de monopole, n'est-ce pas, de la représentativité. Or, nous considérions comme un gouvernement provisoire, certes, mais gouvernement de l'Algérie en lutte. Ah. Alors, il y en a nos institutions, etc., qui ont été faites, qui ont été formées dans le feu même de la lutte. Au moment où on discutait avec la partie française, il y avait au moins une trentaine d'États qui avaient reconnu déjà le gouvernement provisoire. Dans le monde, l'image de la France est écornée. La pression internationale se fait de plus en plus forte. Pacifistes et anticoloniaux dénoncent pêle-mêle la guerre et les essais nucléaires du Sahara. Le général de Gaulle a réagi en fonction non pas simplement de la question algérienne, mais de la place de la France dans le monde. Et pour avoir une politique mondiale, une politique européenne, il fallait se délester du fardeau algérien. Et d'autant plus que même si la résistance armée a été à un moment donné très éprouvée, il n'y avait pas d'autre interlocuteur que le FLN pour aboutir à une solution. J'ai entendu, là, de mes propres oreilles, le général nous dit à Bruno Leuss et à moi, vous leur direz qu'ils sont maîtres de leur destin, car nous ne voulons plus de cette boîte à chagrin. Nous sommes prêts à établir un accord avec les dirigeants de la rébellion pour ramener décidément la paix en Algérie, pour régler les conditions de l'autodétermination, pour déterminer les éléments d'une coopération franco-algérienne. Bien sûr, le principal point d'achoppement, c'était d'une part le refus des Algériens d'envisager un statut pour les Français. Ils défendaient la notion de l'unité du peuple. Bon. Et deuxièmement, il y avait le problème du territoire. Le général voulait que le Sahara ne fasse pas partie du futur État. L'Algérie, c'est quoi? En gros, c'est quoi, 100 km, 150 km sur le bord de la mer? Tout le reste, c'est rien. C'est aride, c'est rien, ça vaut rien. C'est le désert. Le Maroc et la Tunisie en 1956, puis l'Afrique de l'Ouest en 1960. La France s'est aménagé un territoire grand comme 3 fois et demi l'Hexagone. Des rives de la Méditerranée aux confins du Sahara. La thèse que nous avions été chargés de défendre lors des premiers Évian et à Lugrin, c'était que là, vous aurez l'indépendance pour les départements du Nord. Vous ne serez pas les seuls aux ressources. On est venu comme ça, on discute du Sahara, De Gaulle est pragmatique, il dit, bon, je vais garder le Sahara, les Algériens disent, nous voulons le Sahara, et ça discute. Et alors il y a eu un tas de propositions qui ont été faites là-dessus. D'abord, vous voulez le Sahara, bon, alors pourquoi ne pas laisser ça, hein, faisons le référendum dans le Nord.
Et après, lorsqu'il y aura un gouvernement algérien, etc., on organisera un autre référendum pour le Sahara. Elle dit non, pour nous, c'est l'intégrité territoriale, on ne joue pas avec ça. C'est le général qui a rappelé la délégation française. C'est lui qui trouvait que les Algériens ne donnaient pas assez de signes de bonne volonté pour poursuivre les pourparlers, et donc il a ordonné à Louis-Georges de lever le camp, si je puis dire, et de rentrer à Paris. Depuis plus d'un an à Hamoudia, les expériences nucléaires atmosphériques se sont succédé à un rythme régulier. Dans le nord du pays, coup de théâtre. Le 22 avril 1961, 4 généraux, hostiles à la politique d'autodétermination du général de Gaulle, tentent de prendre le pouvoir à Alger. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite, il a une réalité. Un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Françaises, Français, voyez où risque d'aller la France par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Française, Français, aidez-moi. Ce 24 avril, alors que les Français sont préoccupés par le coup d'État d'Alger, des régiments venus d'Allemagne s'entraînent dans le désert en prévision du 4e tir, Gerboise verte. Pour que l'engin atomique ne tombe pas aux mains des putschistes, le général de Gaulle ordonne qu'on le fasse exploser au plus vite. Le 24, on l'a appris seulement le soir, hein, c'est tard que... Bon, on était déjà... tout le monde était couché, on l'a appris, c'était bien 22 heures peut-être, je ne sais pas trop. Notre chef de groupe est venu nous prévenir que c'était pour... Le 25 au matin, bon, on n'a pas trop bien dormi, hein. C'est vrai qu'on se demandait ce qu'on allait faire exactement, parce qu'on n'avait toujours pas de précision. Bon, on savait qu'on allait manœuvrer dans la zone, mais à quelle distance du point zéro? Non. Même si on avait la tête sur nos genoux, on a pu voir la puissance de l'éclair de l'explosion, et ensuite le bruit infernal qui dure très très longtemps, enfin qui nous semblait durer une éternité. Et dans le même temps, le char a été secoué par des vibrations, probablement dues à la pression de l'explosion. On a bien vu le champignon se former. Le champignon se formait, mais là on n'a pas eu le temps de le regarder longtemps parce que hors de remettre nos masques à gaz et nos gants, et de reprendre place sur nos chars, et de foncer en direction du point zéro. Et il faisait une chaleur étouffante. Il faisait une poussière, enfin, je crois que c'est suite à la bombe, et après, il faisait un vacarme avec les avions qui passaient dans le nuage, quoi. Et nous, on est partis sur le point zéro pour ramasser les dosymètres sous les mannequins. Et notre char a traversé le point zéro entre les piliers de la petite tour qui supportait la bombe atomique. Et lorsque nous sommes passés sur ce point zéro, on a pu constater que le métal qui avait fondu brûlait encore sur les piliers, et que le sable à l'endroit de l'explosion était vitrifié. Il y avait eu des mannequins qui avaient été mis, des mannequins en toile, il y avait des chèvres, ils avaient mis des animaux dans des cages, je ne sais pas si c'était des rats, je ne sais rien du tout, et tout ça c'était mort. C'est comme si on avait manœuvré dans un vent de sable, hein, c'est sûr, même largement. Parce qu'il faut dire que les chenilles de char, ça entraîne le sable, et puis ça c'est le sable en permanence. Donc là, on avait du sable contaminé qu'on soulevait en permanence. J'ai un souvenir très fort sur l'odeur qui se dégageait de notre char, parce que une personne avait dû se soulager dans sa combinaison, et cette combinaison n'était pas étanche aux odeurs, ce qui fait que pendant
Les 3 heures ou 4 heures qu'on a passées dans le char, c'était vraiment assez pénible à supporter. Sur le point zéro, on est bien resté 3-4 heures. Oui. Et la transpiration me montait dans le masque à gaz. Il fallait que j'avale la transpiration. Et j'ai un copain qui a avalé, au lieu d'avaler sa transpiration, il a tiré son masque à gaz. Il avait vomi dans le masque à gaz, c'est ça en même temps, quoi. Et il a été emmené en hélicoptère et on n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de la guerre froide, l'histoire du risque de l'emploi de l'arme nucléaire sur les champs de bataille. Et donc, tous les pays du monde et la France s'interrogeaient sur comment des militaires pourraient manœuvrer en cas d'agression nucléaire. Donc, le tir gerboise verte, il a été fait. Et il y avait donc des militaires qui étaient équipés pour, ils n'étaient pas, je dirais, en t-shirt et autres, et avec une instrumentation pour connaître la dosimétrie. Et donc, ils ont avancé jusqu'à ce que les radiamètres disent « stop, c'est la dose limite possible, réglementaire qu'on ne doit pas dépasser », et à ce moment-là, ils ont été repliés. Donc, je dirais, ça ne s'est pas fait n'importe comment et sans contrôle. Au lendemain du tir gerboise verte, le général de Gaulle reprend le contrôle de l'armée. Le putsch a échoué, mais il a laissé des traces. Les commandos de l'OS frappent fort. À son tour, la métropole est touchée par la violence. Le maire d'Évian est assassiné. Le général de Gaulle échappe à plusieurs attentats. Il faut faire vite avant qu'il ne soit trop tard. Le chef de l'État ordonne à la délégation française de renouer secrètement le dialogue avec le FLN. Au moment de la chèque du 1er Évian, l'OAS n'existait pas encore. C'est après. C'est constitué. Ce putsch de généraux a certainement fait prendre conscience que la présence de l'armée en Algérie faisait courir un risque permanent de subversion, compte tenu de l'attitude des chefs militaires en Algérie. L'État français était en danger du fait de l'OAS et du fait aussi qu'une partie de l'armée appuyait l'OAS sans compter qu'il y avait sur le terrain algérien une fusion entre l'armée et la colonie européenne. J'avais l'impression de vivre dans un environnement policier, puisque j'étais parti de la gare de l'Est, m'avait dit, vous rencontrez un monsieur qui ira le monde avec un imperméable mastic, enfin, qui vous donnera un billet, vous saurez où vous allez. Donc j'ai vu que j'allais à Dole. Et à Dole, il y a une voiture de gendarme qui m'a pris en charge, qui m'a amené à Genève. Et j'ai été à la place du passager devant. J'avais les pieds sur un tas de grenades. Je me dis, mais pourquoi ça sert ça? Ah, ben c'est qu'on risque d'être attaqué. Toujours, ah bon. Et tous les 3 ou 4 kilomètres, il s'arrêtait pour changer les plaques d'immatriculation. Dire franchement, il y avait la phobie du terrorisme d'Ouest. Et alors, lorsqu'il y a eu la rencontre de Lugrain, écoutez, nous voulons que vous nous répondiez, une question presque préjudicielle, est-ce que vous êtes d'accord pour une intégrité territoriale? Comme ça, on peut discuter du reste. Alors là, on a commencé à tourner autour du pot, et il y avait des manœuvres dilatoires, on voulait discuter de ceci, de ça. Bon, on a abordé, Bulgar a abordé les questions économiques du Sahara. C'est intéressant. On laisse croire que peut-être que si on fait attention à ça, on pourrait avancer sur la question de la souveraineté. Ah, oui, ça. Mais sur le fond de ce dossier, il n'y avait pas d'avancée. Il n'y avait pas d'avancée. Alors, la délégation algérienne a dit, monsieur, on s'excuse, mais on ne peut pas continuer comme ça. On suspend, on vous dit au revoir. C'est pas possible. Alors là, ça a été la grande surprise, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que la délégation algérienne rompe. Or, pour la délégation algérienne, c'était rendre la monnaie de sa pièce à la délégation française, qui avait, la première fois, renvoyé la délégation. Allez, votre programme, c'est du vent, disait Georges. Le programme du FLN, c'est du vent. Alors, on n'a rien à dire avec vous. Allez. Ah bon? Alors là, on a dit dans ce cas-là, on ne peut pas continuer comme ça, et on vous dit au revoir. Alors là, ça a été
un coup très dur pour De Gaulle. Les choses se sont débloquées après Lugrin, puisque le général nous avait demandé notre opinion sur la suite des négociations. Moi, je m'étais permis de dire que tant qu'on n'aurait pas trouvé une solution pour permettre aux Algériens d'assumer la souveraineté au Sahara, on ne conclurait pas. Alors tout cela a fait réfléchir De Gaulle. Et il s'est dit que si on continue encore, comme ça, on ne va pas aboutir, et la décolonisation n'aura pas lieu en Algérie, et on va se retrouver dans des situations imprévisibles, parce qu'il y avait des pressions de tous les côtés. Et c'est pour cela que le 5 septembre 1961, il a fait une sortie, une ouverture très intéressante, où il dit qu'en ce qui concerne la souveraineté sur le Sahara, il ne saurait y avoir d'ambiguïté. Dès lors qu'on tomberait d'accord sur une politique générale de la coopération. Très bien. Finalement, durant ces négociations, le FLN a obtenu l'essentiel de sa revendication. Le Sahara reste algérien. Après 4 essais atmosphériques dans la région de Regan, la pression internationale et les protestations des pays voisins obligent la France à changer de lieu et de méthode. Désormais, les essais se poursuivent en souterrain, dans le Hogar. Les galeries sont creusées dans une montagne granitique à 150 km au nord de Tamanrasset, à Enneker. D'abord, ils nous ont appris à utiliser le marteau-piqueur. Et quand ils ont commencé le creusement des galeries, ils nous ont répartis par équipe, pour creuser, pour dynamiter et pour d'autres tâches. Moi, je travaillais avec ceux qui tiraient les câbles de la base jusqu'à la montagne. Puis, on les rentrait dans les galeries jusqu'à l'endroit de la bombe. Des galeries très profondes. Elles font plus d'1 kilomètre de long. À l'intérieur des galeries, on a procédé aux installations électriques. On recouvrait les parois du tunnel avec des plaques métalliques. On posait les portes. Il y en avait 3 portes en fer très solide et on les consolidait avec des sacs de sable. Pendant ce temps, quelque part à la frontière franco-suisse, les négociateurs français et algériens peaufinent le texte final d'un accord qui scelle les bases d'une Algérie souveraine. Jacques a considéré qu'il était temps d'en finir. Le général en avait assez. Il voulait qu'on finisse. Et puis ensuite, il y a eu l'opération des Rousses, où en effet, on a pu là, cette fois-là, vraiment reprendre tout ce qui avait été écarté tant à Évian qu'à Lugrin, c'est-à-dire un examen détaillé des différentes propositions qui, aux yeux du gouvernement français, justifiaient l'autodétermination et toutes ses conséquences et tous les problèmes qui s'y rapportent. Or, non seulement on a discuté des conditions d'application, c'est-à-dire poser le problème de fond du territoire, des options de l'indépendance, mais aussi on a parlé de coopération culturelle, technique, économique, financière. On a élaboré un texte relativement complet. 40 pages, 50 pages. Très bien. Naturellement, on ne pouvait qu'approuver, bien sûr. Pour les Français, pour les militaires, enfin, toutes les espèces de questions qui sont à régler quand deux pays se séparent comme ça. Et là-dessus, naturellement, c'était pour les Algériens un entassement de conditions, finalement, que eux trouvaient inacceptables. Il y a eu des incidents, on a eu des incidents. Il y a des fois où le chef de la délégation française s'énervait. Il disait, bon, écoutez, ça suffit, on est en train de perdre du temps, etc. Ben, bon tombal, un membre de la délégation vient et dit, ben, si vous posez les problèmes de cette façon-là, au revoir, on se lève, on quitte.
Ah oui, oui, alors là, après, Georges vient dit non, 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 c'est pas, venez, non, je vous en prie, etc. Bon. Et donc il y avait un tas d'incidents comme ça qu'on arrivait quand même à repérer. Et quand ces ministres lui ont appris, c'était le jeudi, je crois, le 2e ou le 3e jour, eh bien qu'on n'avait pas beaucoup progressé, qu'on était encore mis d'accord sur pas grand-chose, le général a pris une décision, a donné des instructions à ses ministres catégoriques, en disant « Je veux que ça soit terminé vendredi. Débrouillez-vous. Mais ça doit être signé vendredi. » Alors, il est évident que quand on vous dit ça, c'est embêtant parce que vous avez un délai qui est l'exécution. Et donc, ce qui ne va pas, vous laissez tomber. Et autrement dit, il faut reconnaître que du texte primitif que nous avions élaboré, et qui était probablement trop bien, eh bien, les 3/4 sont tombés. Et à la fin, au moment où Jox allait dire, ça y est, appeler De Gaulle pour lui dire, enfin, ça y est, c'est terminé, hein, on leur a dit, maintenant il faut qu'on relise tous les textes. Et alors ils ont commencé à lire, chaque délégué à son tour, lisons le texte qu'on venait de... Hein, et on l'a arrêté, dit ça, c'était pas comme ça, c'était comme ça, etc. Ça a été assez laborieux, mais à la fin, on est arrivé en accord, on s'est salué pour la première fois, parce qu'il n'y avait pas de poignée de main. Ça, il faut le dire, pour nous, nous étions toujours en guerre. Et on ne voulait pas qu'on dise, ça y est, ils se sont rendus, la manne. Alors donc, on faisait très attention à ça. Les accords d'Évian signés le 18 mars 1962 mettent fin à 7 ans et demi de guerre. Les Français obtiennent le maintien de leur base militaire pour une durée de 5 ans dans l'Algérie indépendante. C'était des situations où on était obligé de faire attention, de reconnaître qu'ils avaient fait des investissements et qu'on ne pouvait pas avoir l'intégrité territoriale sans leur donner quand même les concessions qu'il fallait. Ils lui ont demandé une dizaine d'années. Il dit non, pas possible, c'est pas possible. Finalement, on est tombé d'accord sur 5 ans. Pendant 5 ans, ils resteront, n'est-ce pas, ils pourront rester à Béchar pour les trucs, le site, l'ensemble Béchar-Amaguir. Ils peuvent rester là pendant 5 ans. Ils peuvent rester aussi à Ineker et à Regan pendant 5 ans. Mais avec l'espoir qu'une fois les 5 ans passés, c'est fini. Et que s'ils avaient quelque chose à faire exploser, qu'ils le fassent le plus vite possible et qu'on n'en parle plus. Voilà. On était grimpé en haut d'un truc comme ça, là. Évidemment, c'est pas compris. Le nuage, il est passé par où, là? Il est passé par là. Par là, non, c'est ça. Parce que l'Est était là, il est passé par là. Voilà. Donc, nous, on était par là. Voilà, ce que j'allais vous dire. Ouais. Ah là, je la reconnais, là. Ah oui? Ah oui, oui. Là, il n'y a pas d'histoire. Et je me souviens très bien de la forme de la montagne qu'on voyait dans l'ombre. Dans la pénombre. Et ça faisait, c'était presque angoissant, d'ailleurs, ce truc-là, parce que voir ça dans le noir, comme ça, après, il n'y a que quand le soleil s'est levé, comme ça se passe maintenant pour nous, là. C'est là, maintenant, on la voit bien se détacher, là, c'est joli, c'est beau à voir. Mais quand on est arrivé le matin, c'était angoissant de voir ça, comme ça. Parce que surtout qu'on savait pourquoi on allait, puis on savait pas trop comment ça se passait non plus. Hein. Puis en fait, bon, ben, ça s'est mal passé, quoi. Un mois après le cessez-le-feu, le 1er mai 62, la France procède à un nouvel essai souterrain, nom de code Beryl. Les ministres Pierre Messmer et Gaston Pelevski assistent à l'événement.
Pour les ingénieurs du CEA et de la direction des applications militaires, les explosions sont devenues des opérations presque ordinaires. Ici Corpechot qui vous parle du ECP. Il est actuellement 10h47. Apparemment, le vent vient du très mauvais sens, ce qui inquiète pas mal de gens. Ce jour-là, nous avions eu la direction des vents et il était défavorable puisque, en cas de problème, tout revenait sur tout le monde, quoi. Donc le rapport a été transmis au PC. Le jour du 1er mai, j'étais donc aux premières loges puisque nous étions à 400 mètres de la montagne. Et comme j'avais un appareil photo, j'ai donc pris des photos au fur et à mesure du déroulement de l'explosion. On a réussi à trouver cette petite position là qui nous permettait d'observer la route en même temps de ce qui pouvait se passer au loin. Parce qu'on était là, on était une section de sécurité radiologique, c'était l'appellation, pour soi-disant empêcher des gens ou des voyageurs ou autres qui seraient passés sur la route de Tamanrasset et pour les repousser, les empêcher de venir dans la zone d'essai, quoi. Nous attendons les ordres du programmage. Qui aurait dû arriver il y a déjà 15 minutes et qui ne sont pas arrivés. Mais n'ayez crainte, ça partira. Ben, nous le souhaitons vivement car je dois prendre l'avion demain à 14h. Et moi à J+2. On ne savait pas trop à quelle heure ça allait se produire. En fait, la bombe, on était tous orientés quand même dans la direction de la montagne. Et pour voir, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et puis à 11h locales. Les caméras sont parties. 4, 3, 2, 1. Oh, dis donc, formidable. Quand on a vu la montagne là, devenir toute blanche, on s'est dit là, voilà, la bombe est sautée. Il y a eu l'explosion. Au moment de l'explosion, nous étions assis par terre. D'un coup, la terre s'est mise à trembler. On dirait que le sol était devenu liquide. J'avais l'impression d'être assis sur de l'eau. On a vu des images très impressionnantes puisque au départ, la montagne a tremblé, la poussière a commencé à s'élever de plus en plus forte. Toute la montagne a été vraiment secouée d'une part et d'autre, quoi. Oui. Regarde, jusqu'à là. Et regardez en bas, peut-être. Oui, ça y est, ça c'est mauvais. Oh, ça débouche. Ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Ça c'est la galerie qui débouche. Hein. Allez, rentrez dans les cabines. On a aperçu dans le bas, là, une fumée noire qui se développait. Et un des copains a dit, les gars, je crois bien que ça foirait. Une fumée noire vraiment très dense. Alors donc à partir de ce moment-là, la sirène a retenti et nous sommes partis. Pour la bonne raison que nous savions très bien que ça revenait sur nous. Nous étions pratiquement dans les premiers à partir. Mais quand même, entre Inecker et Inanguel, les véhicules se doublaient sans arrêt à qui irait le plus vite sur la piste. Et pendant la fuite, je me trouvais à l'arrière du véhicule et c'est vrai que c'était très impressionnant parce qu'il y avait un immense nuage noir qui semblait nous poursuivre sans arrêt. Une demi-heure après, ils ont dit que le vent ramène la radioactivité vers nous. Alors, tout le monde s'est dispersé. Ils se sont tous sauvés, certaines voitures, d'autres à pied, jusqu'à Ainamguel. Bon, ça a sauté à 11h. À midi moins le quart, on était dans le nuage. Ça a donc mis 45 minutes pour arriver sur nous. Alors vous voyez à peu près la distance où on pouvait être. Donc ça représente un peu plus loin, là, dans le fond. Hein. Et puis, quand ce nuage est arrivé sur nous, on a mis nos masques à gaz. On a dit, on ne sait pas, on va toujours prendre des masques à gaz. Parce qu'on n'était pas préparé du tout à ce genre de choses. On n'avait pas de vêtements de combinaison anti-radiation. On était tout simplement habillés en short, la tenue d'époque, quoi. Short, chemisette, le chapeau de brousse. Un truc qui ressemblait un peu à ce que j'ai aujourd'hui, là. Et puis, c'était à peu près tout ce qu'on pouvait avoir comme protection, quoi. Et les masques à gaz que nous avions. Alors, ce que l'on a fait, sachant pas, on a pris nos masques à gaz quand même.
Et puis au bout d'un moment, comme notre radio appelait toujours, essayait de contacter la base pour pouvoir savoir ce qu'on devait faire, et sans réponse, et ça l'énervait quand même aussi de ne pas avoir de réponse, parce qu'on entendait des crépitements. Est-ce que c'était la radioactivité qui faisait ça? Certainement. Et là, à partir de ce moment-là, on a tous dit, les gars, si on cassait la croûte, sachant pas non plus ce que ça pouvait produire, puisqu'on était prévenus en rien. On va du côté où on s'était engagé. Et c'est ici, un peu plus loin, là, quand on était venu l'après-midi, au retour, sachant toujours pas qu'on était dans une zone extrêmement dangereuse, où on a été accueillis par des gens qui étaient certainement là pour faire des prélèvements ou des choses comme ça, faire des mesures. Ces gens-là étaient habillés en combinaison blanche, avec masque à gaz, des masques à gaz que nous n'avions pas, parce que c'était des masques à gaz avec des trompes, qui nous faisaient des grands signes, qui criaient à travers leur masque à gaz, mais c'est comme si on crie dans une caisse en carton, qu'on n'entend pas grand-chose. On entendait bien que c'était quelque chose qui nous demandait de foutre le camp, et nous l'ont demandé d'ailleurs. Et alors on est reparti pour se faire décontaminer. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que il n'y a rien qui collait là-dedans, parce que l'endroit où on doit se faire décontaminer, les gens avaient fui aussi. Tout le monde était parti. Tout le monde. Même le ministre qui était fortement irradié, il est parti aussi. On est monté donc jusqu'à Innamgel. Et là, on était attendu par tout un tas de gars qui avaient donc des compteurs GGR. Ils avaient des masques à gaz, et puis ils avaient des combinaisons anti-radiation. Et ces gens-là, moi j'en ai eu 2 qui m'ont frotté pour nous décontaminer pendant près de 4 heures, où c'était devenu à un point tel qu'après une journée dure comme celle que nous venons de vivre, sachant pas du tout ce qui allait se passer pour nous, d'ailleurs on avait imaginé le pire, on se disait on sera peut-être mort demain matin, on ne savait pas. C'était l'effondrement complet dans notre tête. Et de là, il y a eu des ordres certainement donnés pour nous rapatrier sanitaires sur l'hôpital militaire Percy à Paris. Alors on passait en spectrogrammétrie, l'appareil qui nous mesure la radioactivité qu'on a sur nous. Et puis là, ça décroissait régulièrement, ce qui fait qu'au bout de peut-être un mois ou un peu plus, ma foi, je crois qu'on n'avait pratiquement plus rien du tout. Et puis, ma foi, on a fini notre service militaire à l'hôpital Percy et on est rentré chez nous. « 5 juillet 1962. Après 132 ans de colonisation, l'Algérie est devenue indépendante. Hormis les questions militaires et économiques, les autres clauses des accords d'Évian sont devenues caduques les unes après les autres. Les attentats aveugles et meurtriers se multipliant, commence alors un exode massif des pieds noirs vers la métropole. En quelques mois, près d'1 million d'Européens quittent l'Algérie indépendante, les larmes aux yeux. En revanche, les militaires, eux, restent au Sahara, où ils procèdent à 11 nouveaux tirs souterrains à Enneker. De 1960 à 1966, au total 17 explosions nucléaires sont réalisées dans le Sahara. Presque 5 ans après l'indépendance du pays, l'armée française abandonne le Sahara. Les essais se poursuivent alors dans le Pacifique. En décembre 1966, sans dépolition et sans réel démantèlement, la France remet les bases de Reagan et d'Inneker aux autorités algériennes. Au préalable, j'avais demandé à mon homologue français, mes homologues français, c'est-à-dire des officiers du génie militaire français, s'il y avait des dangers quelque part. Alors, nous avait prévenu que sur les endroits où il y avait eu des tirs, particulièrement à Hamoudia, le danger subsistait, mais ils avaient fait de leur mieux pour faire le nettoyage. Et effectivement, nous avons commencé à démonter, puis par la suite, je me suis aperçu que le fameux nettoyage était très superficiel. Des carcasses d'avions, du matériel lourd a été simplement enfoui dans le sable. Et évidemment, le premier vent de sable les a mis à découvert.
en dehors des points zéro des essais atmosphériques qui étaient parfaitement connus, en particulier Gerboise bleue, hein, puisque il y a encore là ce qu'on appelle les taches de léopard, de lave fondue qui sont un peu radioactives. Je dis, ça c'était connu de l'Algérie. Le reste, à ma connaissance, je pense qu'on n'a pas donné spécialement d'informations sur, tout à l'heure vous faisiez allusion aux enfouissements, etc. Bon, tout ça est resté quand même assez, je pense, assez flou. À un certain temps, il y avait des gens qui venaient de Béchar pour récupérer des métaux qui étaient enfouis dans le sable. Moi, j'ai travaillé pour eux. Des fils électriques comme ceux, comme voilà, c'est du cuivre. Ils les récupéraient et ils enlevaient la gaine de caoutchouc. Ensuite, ils les tassaient dans des fûts pour le transport. Il paraît que le cuivre est utilisé pour fabriquer des théières, des plateaux, des gobelets à thé et des ustensiles divers. Il y en avait des tuyaux enterrés. On suivait les tranchées et on déterrait les câbles, puis on les brûlait pour les dégainer. Après les avoir brûlés, on les mettait dans des fûts et ils emmènent tout. Et vous allez à travers tous les sites, c'est dispersé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vous avez encore des wagons de Decauville du côté de Tineuve là, qui ont été utilisés pour faire sauter dans nos gares. Et ces wagons, c'est une masse de fer. Elle risque de devenir une voiture d'ici quelques temps. Il y a plusieurs personnes qui ont résidé là-bas avec leur matériel, avec leur cisaille, avec leur tout. Ils ont coupé le fer, les ferratés pour couvrir les maisons. Ils l'ont vendu pour les... Ce n'est pas la peine de dire lesquels, mais ils ont été éparpillés à tous les Algériens. Je crois que même l'aluminium qui a été récupéré des avions, les brigades de pont et autres, il a dû finir en France, il est actuellement qu'aux 40 minutes. On a tendance, si vous voulez, instantanément à porter une appréciation très négative sur les comportements de l'époque. Mais les comportements de l'époque, et on le trouve dans des zones ici en France, dans des sites nucléaires, l'enfouissement n'était pas quelque chose d'interdit. Ça faisait partie des pratiques. La seule chose, c'est qu'en 2009, quand on dit on a fait de l'enfouissement en 1960, on dit il faut tout sortir et remédier. Donc vous voulez, c'est ça, ce balancement, règle 1960, règle 2009. Et donc c'est là où je dis l'inventaire va être très déterminant, et surtout la métrologie, parce qu'il faut savoir jusqu'où il est raisonnable d'aller, techniquement, financièrement et autres, et qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour la santé, pour l'environnement. Moi, j'y reviens, c'est ça qui va nous guider. Est-ce que là, on a un risque? Là, c'est tout la lave, on voit bien, hein, ça. Ça, t'es tenté de ramener des cailloux comme ça, regarde ça, comme c'est beau. Lui, il nous donne le flux de radiation. On est juste sur la route qui n'est pas très loin, on est à 60. Ici, on est déjà à 10 000. Voilà, on est à 11 000, à 12 000. Et on voit très nettement que dès qu'on va s'approcher, et on voit bien la lave en fusion, là, 19 000, 20 000, 22 000, 26 000, et si on va par-dessus, ici, là, 30 000, hein, on arrive à 30 000, et le compteur sature, là. Et là, effectivement, ça crache. Là, par exemple, il y a des gens qui sont venus gratter. Non, mais là, ils ont fait ça sans précaution, certainement, en plus, je veux dire. Là, ils ont dû trouver un morceau de ferraille, des gaines de câbles. Le risque, d'abord, irradiation, il est pas négligeable. Après, c'est le risque de la contamination. Il peut s'en mettre un morceau s'il a une plaie, par exemple. Et là, ça va bombarder, ça peut durer. Là, le risque peut être beaucoup plus important en contamination qu'en irradiation directe, comme ça. S'il y a des dommages, il faut les constater et en avant. On a une base juridique dans les accords eux-mêmes. En dehors du fait que sur le plan humain, hein, on a été une puissance coloniale, hein, on a fait des expériences dangereuses. Si des populations ont été touchées, même s'il n'y a aucun accord, on devrait quand même prendre sur soi la responsabilité de
réparer de tels dégâts, tout de même. Écoutez, moi, mes interlocuteurs dans le groupe franco-algérien, ils me demandent d'être exhaustif et de ne rien cacher. C'est ce que, avec les connaissances que nous avons acquises maintenant et nos visites de terrain, d'ailleurs, on a découvert ensemble des choses hein, que peut-être nous, on n'avait pas vues, mais qu'eux n'avaient pas vues non plus. Tout ça doit être écrit dans un document commun, j'insiste bien, ce sera un document avec les deux emblèmes de nos États respectifs, sur lequel donc on se mettra d'accord, qui va déboucher sur un plan de mesure de la radioactivité ou d'autres, s'ils veulent d'autres choses, et des recommandations réalistes, faisables, qui vont permettre de remettre tout ça, je dirais, à peu près propre, si on déjà, visuellement et réellement, et puis de voir est-ce qu'il y a au niveau de la radioactivité quelque chose à faire vis-à-vis de la santé et de l'environnement, là où on a de la radioactivité, je dirais, notable. C'est seulement 50 ans après le premier essai dans le Sahara que la France et l'Algérie se décident enfin à assumer leurs responsabilités écologiques et sanitaires. Depuis 2008, un groupe d'experts franco-algériens travaille à la réalisation d'une enquête radiologique des anciens sites nucléaires. Sous la pression des associations de vétérans, une loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais atomiques français a vu le jour le 5 janvier 2010. Mais il va y avoir nos enfants. D'accord, nous sommes atteints par ces radioactifs et ce genre de choses. On va disparaître. Mais il y a nos enfants. Et ça, c'est un mot que je dirais pour le monde entier. Que cette arme-là, elle doit disparaître de l'être humain. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. Elle doit disparaître, cette arme, dans le monde entier. Nous voulons et nous souhaitons qu'il y aura un monde de paix et d'égalité, prospérité.